Les sondages sont formels, les Français ont très envie de se mettre au vert. Quasiment plus de 90% jugent qu'il est bon de vivre à la campagne selon l'IFOP. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Vous en faites partie? Jean-Marc Victory pour les Échos, vous en faites partie ou pas? Pas particulièrement, on verra plus tard. Bon, en tout cas, c'est intéressant, c'est que ce rêve bute sur plusieurs écueils dont peu de gens parlent, il faut dire ce qu'il y a. Oui, il y a une aspiration à vivre au vert, il y a une aspiration à vivre dans une maison individuelle. Ça, quand vous faites des sondages, vous regardez depuis très longtemps, les Français veulent vivre dans une maison individuelle. Et de plus en plus, ils veulent que cette maison individuelle soit au vert. Parce que ça a plus d'avantages, voilà, on voit des belles images derrière. C'est joli chez vous, oui, oui, ça n'a pas l'air mal. Jean-Marc, il est bien chez lui. Non, le parasol, il est bien, j'ai eu du mal à le trouver. Il y en a deux. Voilà. Alors, c'est très bien de vivre au vert. Ça pose même une question majeure qui n'est pas dans les têtes et pourtant on la voit surgir très régulièrement. Cette question majeure, c'est que quand vous êtes dans une maison individuelle, il faut plus d'énergie. Ouais. Il faut plus d'énergie pour deux raisons. La première, c'est pour chauffer. Alors vous allez dire, les maisons modernes aujourd'hui, sont bien isolées. Voilà, elles sont bien isolées, on est pratiquement à coût zéro. Oui, d'accord, mais c'est une toute petite partie des maisons modernes. Toutes les maisons anciennes, elles sont moins isolées. Et puis quand vous mettez des maisons les unes à côté des autres, au lieu de les mettre les unes sur les autres, c'est-à-dire au lieu de faire des immeubles. Ce qu'on appelle les immeubles. Oui, les immeubles, c'est des maisons les unes sur les autres, en fait, quand vous y réfléchissez. Et quand vous avez des maisons les unes sur les autres, quand vous êtes en bas, vous chauffez celui du dessus. Quand vous avez des maisons qui sont isolées, il faut chauffer chaque maison, et ça chauffe un peu le ciel au-dessus. Donc, chauffage, des dépenses de chauffage qui sont plus importantes. Et puis, quand les maisons sont séparées des unes des autres, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer. En voiture. Et voilà. Et en voiture. Et plus on a de maisons avec des jardins, plus il faut de la voiture. Or, et donc, la voiture, c'est aussi de l'énergie. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors tout ça ne posera aucun problème si on était dans un monde où l'énergie était abondante, bon marché, et elle allait le rester pour les décennies à venir. Or, on sait pertinemment que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que on a de moins en moins de pétrole, on en trouve de moins en moins, on dépense de moins en moins d'argent pour en trouver, donc on va en trouver de moins en moins. Et donc il va falloir d'autres sources d'énergie. Et toutes ces sources d'énergie, toutes ces autres sources, elles présenteront la particularité d'être plus chères, parce qu'elles seront moins concentrées, parce qu'elles seront plus difficiles à trouver ou plus difficiles à rassembler. Ouais. Après, on se dit que c'est quand même normal qu'aujourd'hui le gouvernement aide à court terme les ménages qui vivent à la campagne, en milieu rural, et qui n'ont pas les moyens de se chauffer, de subir cette flambée des prix de l'énergie pour se déplacer. C'est normal, ça. Alors, on a une vraie logique court terme, long terme. Quand on a une flambée très forte des prix suite à des dysfonctionnements de marché, comme c'est le cas aujourd'hui clairement sur le marché du gaz, et par rebond sur celui de l'électricité. Donc on a une flambée des prix très forte pour tous les gens qui sont coincés, qui ne peuvent pas changer de mode de vie du jour au lendemain. Il y en a tout cela, enfin une bonne partie de cela, en particulier les plus modestes, se retrouvent dans des situations financières qui sont extrêmement compliquées. Donc les 15 milliards du gouvernement dépensés, ils sont légitimes? Ils sont légitimes à court terme. Et c'est tout à fait normal, même s'il n'y avait pas d'élection, ça serait normal. Oui, il se trouve qu'il y en a une. Oui, il se trouve qu'il y en a une et que ça a sans doute accéléré le mouvement. Mais quand vous regardez d'autres pays où il n'y a pas d'élection dans les environs, il y a des mesures analogues qui sont soit des blocages de prix, soit des subventions. Donc voilà, qu'on le fasse quand se produit la flambée, c'est tout à fait normal. Mais à plus long terme, pour vous, c'est pas tenable? Il faut se poser la question, est-ce qu'il faut continuer à laisser des gens s'installer n'importe où? Est-ce qu'il faut continuer à laisser les gens s'exposer à un renchérissement des prix de l'énergie qui est, encore une fois, inévitable? Quand on pose la question, c'est non, en particulier pour les gens les moins aisés. Ce qui s'est passé en France, en particulier depuis 30 ans, c'est que les gens qui ont le moins d'argent veulent avoir plus de place, qui est un souci légitime, et donc ils partent plus loin des centres-villes. Il faut dire que les prix en centre-ville de bien sûr, ils ont explosé. Sont aussi inaccessibles, donc les pauvres. On n'a pas eu de politique foncière, on n'a pas eu une politique d'ensemble sur ces questions-là, et on en voit la conséquence aujourd'hui. Donc on a des gens qui partent, les plus pauvres vont habiter de plus en plus loin, et c'est eux qui s'exposent le plus au renchérissement de l'énergie. Alors vous allez me dire, tout ça c'est théorique, etc. Quand vous regardez il y a 3 ans ce qui s'est passé, c'est précisément ces gens-là qui ont enfilé leurs gilets jaunes. Oui. Ils ont enfilé leurs gilets jaunes parce qu'ils habitent loin de leur lieu de travail,
loin aussi des commerces et des écoles, etc., mais loin de leur de travail. C'était très présent dans leurs interventions, et qu'il y avait un renchérissement des prix de l'énergie qui venait plus du marché que de la taxe, mais ils ont pris la taxe dans la ligne de mire. Et puis aussi, il leur fallait plus de temps pour faire leur transport, parce que le gouvernement avait décidé quelques mois plus tôt de ramener la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. Donc quand vous avez peu d'argent, que vous travaillez loin de votre domicile, ces conditions, ça a amené le mouvement des Gilets jaunes, qui a été une éruption extrêmement impressionnante de mécontentement dans la France contemporaine. On peut dire que les pouvoirs publics, ou pas d'ailleurs, poussent à l'exode urbain, ou pas? Il n'y a pas de politique non plus qui... Il n'y a pas de politique qui pousse, mais quand vous dites « on va faire une mesure pour les gros rouleurs », oui. C'est ce qu'a décidé le gouvernement la semaine dernière. Cette mesure, c'est un abattement fiscal, enfin une déduction fiscale un peu augmentée et qui s'applique, qui a été présentée comme étant une mesure pour les gros rouleurs, c'est-à-dire les gens qui font beaucoup de kilomètres, et notamment pour aller de leur domicile à leur lieu de travail. C'est précisément donc ces gens qui habitent loin, qui se sont mis loin de leur... qui déclarent leurs impôts aux frais réels. Et qui déclarent aux frais réels. Donc, alors la mesure est mal calibrée, parce qu'il y a seulement un Français sur deux qui paye l'impôt, donc les Français les plus pauvres, ceux qui ne payent pas d'impôt, ne profitent pas de cette mesure. Mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, on voit que les gens qui sont le plus dans cette situation, ce n'est pas les plus pauvres, ce n'est pas les 10 ou les 20% les plus pauvres, c'est les gens qui sont un peu au-dessus. C'est ceux-là qui vont s'installer plus loin, c'est ceux-là qui sont dans la plus grande précarité énergétique de fait. Donc il y en a quelques-uns qui vont profiter de cette mesure. Donc quand on prend ce genre de mesure, on dit aux gens, si vous habitez loin et que vous êtes frappé par la hausse des prix de l'énergie, c'est pas grave, le gouvernement va s'en occuper. Mais ça peut encore une fois, ça peut être fait ponctuellement, mais ça ne peut pas durer éternellement. Alors, il faut voir, peut-être avoir une fiscalité dans ces cas-là redistributive aussi, peut-être non. Mais il y a d'autres choses à faire. Quand vous regardez, moi j'aime bien beaucoup l'exemple de Copenhague. Ouais. Copenhague, ils ont développé des lignes de chemin de fer, et ils ont fait un développement en doigt du gant. Prenez un gant, vous avez la ligne de chemin de fer comme ça. Je montre, voilà, vous avez la ligne de chemin de fer, et vous dites aux gens, vous pouvez vous installer où vous voulez, il y a une seule condition, il faut que ce soit à moins de 10 minutes à pied de la gare. Voilà. Ça marche? Et donc, bien sûr, c'est une contrainte très forte, les gens l'acceptent, et du coup, les gens ne s'exposent pas à une précarité énergétique très forte. Donc, il y a d'autres politiques qui sont faisables pour éviter cet étalement urbain qui a des conséquences en termes de réchauffement climatique, biodiversité, etc., d'un côté, mais de l'autre côté aussi, des conséquences économiques et sociales qui sont très fortes et que les gens n'envisagent pas. C'est-à-dire, quand vous choisissez d'aller habiter cette jolie maison, tout ça, vous ne vous dites pas... Ça donne envie. Peut-être que demain, le carburant ou l'électricité pour ma voiture électrique va me coûter 2 fois plus cher, et ma voiture électrique, d'ailleurs, elle va coûter beaucoup plus cher que la voiture à essence. Ouais. Voilà. Et donc, on ne se pose pas ces questions au moment de l'achat. D'ailleurs, je suggère, moi, que les banquiers, quand ils voient des clients qui viennent emprunter pour leur logement, que les banquiers leur disent est-ce que vous avez fait un stress test énergétique? C'est-à-dire, vous avez regardé, vous pouvez rembourser votre mensualité, il n'y a pas de problème, mais si le prix de l'énergie prend 30%, est-ce que vous avez toujours de quoi me rembourser la mensualité? Voilà, je pense qu'il y a aussi des questions que les gens devraient se poser au moment où ils font ces choix, qui sont des choix, encore une fois, tout à fait justifiés, mais qui ont des conséquences souvent sous-estimées. Jean-Marc, dans la campagne, on a vu fleurir cette idée, je crois que c'est Éric Zemmour qui défend l'idée d'une prime à la naissance en milieu rural, c'est 10 000 €, c'est ça? Donc pour vous, c'est... À nouveau, on dit, si vous êtes à la campagne, vous aurez plus d'argent que si vous êtes en ville. Alors bon, il y a évidemment des relents derrière qui sont typiques d'Éric Zemmour. C'est-à-dire, quand il dit ça, il suppose aussi que à la campagne, on va être bien blanc plus que dans les banlieues. Et donc, voilà, je laisse tout ça de côté. Le message que ça fait passer à côté de celui-ci, c'est même, à la campagne, on va vous donner de l'argent qu'on ne vous donnera pas en ville. Et donc, clairement, il faut aller à la campagne. Et ce message, il porte vers qui il risque le plus de porter? Vers les gens les plus modestes, encore une fois. Donc, encore une fois, c'est un dispositif qui va inciter des gens plus modestes soit à aller à la campagne, soit à y faire des enfants. C'est très bien d'avoir des enfants, mais quand vous avez des enfants, ensuite se pose la question de l'école, et on retombe à nouveau sur la question du transport et des coûts associés.
En son temps, on s'en souvient, la ministre du Logement, Oui. Manuelle Vargon, avait qualifié la construction de maisons individuelles de non-sens écologique, économique et social. D'ailleurs, elle était passée nous voir, je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Les propos avaient fait bondir évidemment plein de gens, ça avait fait polémique. Est-ce que dans le fond, il n'y a pas eu, pour le coup, si on boucle ce qu'on a dit là, une part de vérité? Moi, je pense qu'elle avait tout à fait raison. Même si la formule a... Alors, la ministre du Logement, hein, c'est la ministre des professionnels du logement. Évidemment, les professionnels du logement, si vous leur dites maintenant les maisons individuelles, c'est fini, ils voient une partie non négligeable de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité qui disparaît. Donc, ils lui sont tous tombés dessus. Un bras raccourci. Un certain nombre de commentateurs et d'éditorialistes aussi, d'ailleurs. J'ai lu ça très attentivement pour voir les arguments. Il y a 2 arguments pour dire elle a dit n'importe quoi. Le premier, c'est les Français veulent habiter à la campagne. Et le deuxième argument, c'est s'ils habitent à la campagne, il y a la voiture. Et ces 2 arguments, évidemment, ils sont très fragiles en matière d'urbanisme, de construction. Il y a plein de règles et qui font que si on a des envies, on ne peut pas les faire. Vous montriez tout à l'heure ma superbe maison. L'une de vos superbes maisons. Voilà, si je voulais mettre un chapiteau moderne de 20 mètres de haut, je n'aurais pas le droit. Il y a des règles très fortes en matière de construction. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en matière de construction. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y recourir. Voilà, donc billet d'humeur, point de vue, signé Jean-Marc Vittori, à lire évidemment dans Les Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.